Eh bien, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous accueillir en cette matinée où nous allons continuer nos travaux sur la question des assises des délais de paiement, comme elles le font depuis avant la crise et encore plus d'une façon plus récurrente pendant cette crise. Les assises des délais de paiement s'adaptent à la situation pour créer des événements autour de cet enjeu national que sont donc les délais de paiement. Aujourd'hui, les assises avec leurs organisateurs, la FDCC, l'Association française des crédit managers et la FIGEC, la Fédération nationale de l'information, de la gestion des créances et de l'enquête civile, reçoivent un invité de prestige, François Asselin, président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, que je salue et que nous entendrons dans quelques instants. Avec lui, nous évoquerons les derniers chiffres sur la situation financière des PME, le plan de relance et bien sûr les conséquences de la crise sanitaire sur les délais de paiement. Monsieur Asselin échangera également à distance avec Charles Battista, le président de la FIGEC, que je salue, Éric Scherer, le président de la FDCC, que je salue, et bien sûr Jérôme Mondrian, le délégué général des assises de délai de paiement, qui veut lui aussi vous souhaiter la bienvenue avant que nous entrions dans le vif du sujet. Jérôme. Merci Rachid. Oui, bienvenue à tous à ce webinaire. Vous êtes fidèles à ces rendez-vous et on vous en remercie. Vous allez voir, on va passer un excellent moment. Mon cher Rachid, à toi. Merci beaucoup. Notez tous et toutes qu'à l'issue de nos échanges, nous prendrons quelques questions de ceux qui participent à cette réunion digitale par le chat. D'ailleurs, je les remercie à mon tour de leur fidélité à nos rendez-vous. Le chat est d'ores et déjà ouvert à vos questions et Alexandre Scalia en régie les suit très près pour les transmettre. D'un mot, depuis que j'ai le plaisir d'être associé à vos travaux avec les assises des délais de paiement, vous le savez, j'ai un leitmotiv, c'est celui de produire de l'information, de la donnée pour permettre à tous les adhérents et participants, tous ceux qui sont sur le terrain, d'être au plus près des réalités statistiques et ainsi de mieux gérer leurs activités en ces temps de crise où les nouvelles sont parfois assez difficiles à décrypter. C'est le journaliste qui parle. C'est pour cela que je vous propose, avant d'écouter M. Asselin, de vous dresser en quelques tableaux les principales données chiffrées que nous avons collectées avec Jérôme Mondrian, en commençant par des données provenant du baromètre trimestriel BPI Rexroad qui a été publié en février dernier sur la situation financière des entreprises en matière d'investissement et de croissance et de trésorerie. Un premier tableau nous a semblé très parlant, Jérôme, c'est celui qui concerne l'utilisation des PGE. J'espère que tout le monde le voit bien. Il y a deux catégories de chiffres qui nous semblent importantes. C'est celle qui concerne le pourcentage de PME qui ont déjà utilisé le PGE et de l'autre côté, le pourcentage de mode de remboursement de ces prêts et sur quelle durée. Sur ce premier point, sur le point de l'utilisation du PGE, on constate, Jérôme, que plus d'un tiers des PME n'ont pas ou peu utilisé les fonds empruntés par le biais du PGE. Absolument. C'est vraiment cette étude est tout à fait intéressante et il y a deux aspects que je voudrais quand même souligner. C'est effectivement plus d'une entreprise sur deux a pris ce PGE pour une trésorerie de précaution. Ça, c'est important. L'autre point, comme tu l'as souligné, c'est tout à fait vrai. On dit dans ce sondage que 68% des entreprises n'ont pas utilisé le PGE ou très peu. Donc, on voit que ça a été plutôt une trésorerie de confort. Et enfin, là aussi, sur l'aspect du remboursement, on commence à avoir une position beaucoup plus claire sur un amortissement du prêt sur plusieurs années. Et on y reviendra, il y a des annonces de Bercy sur un certain nombre d'autres points, mais on y reviendra plus tard. Oui, et ce qu'on constate, c'est qu'en quelques mois, la situation est assez stabilisée sur les deux tableaux. Il y a une évolution qui est relativement lente. À propos de la situation financière des PME, je voudrais donner un autre chiffre qui est tiré de l'enquête CPME de janvier dernier. Il en ressort qu'un dirigeant sur deux est inquiet sur la pérennité de son entreprise malgré les reports de charges et le PGE. Monsieur Asselin, bonjour. Ce sera ma première question. Jérôme le disait, le PGE a surtout été vu comme une avance de trésorerie, mais il y a une vraie crainte chez vos adhérents sur les délais et la capacité de remboursement. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Faut quand même pas oublier dans cette histoire que lorsque on a commencé à mettre en place ce prêt garanti par l'État, c'était il y a un peu plus d'un an. Il y a un peu plus d'un an, on était loin d'imaginer que plus d'un an, nous serions encore dans une période pandémique. Alors même si on commence à voir quelques petites lumières au bout du tunnel, en attendant, c'est une crise qui dure et perdure. Et au moment où les entrepreneurs, les entreprises, et beaucoup d'entre elles sont des PME et des TPE, ont signé un prêt garanti par l'État,
elles étaient loin d'imaginer qu'un an après, il fallait se poser la question qu'on est en train de se poser aujourd'hui, à savoir combien de temps va durer la pandémie. Ce qui veut dire que si au départ, effectivement, il y a eu beaucoup de trésorerie dans les entreprises grâce aux prêts garantis par l'État, aujourd'hui, près de la moitié d'entre elles décident de décaler d'un an leur remboursement, tout simplement parce que leur avenir n'est pas complètement serein, n'est pas complètement stabilisé. Or, vous savez que parmi les 3 choses qui font qu'un chef d'entreprise dort comme un bébé, eh bien, c'est quand il y a une bonne ambiance dans l'entreprise, c'est lorsqu'il y a un bon carnet de commandes et c'est lorsque la trésorerie est positive. Eh bien, le 3e point, malheureusement, fait qu'il y a beaucoup de doutes pour savoir s'il restera assez de cash dans l'entreprise pour assurer la reprise, parce qu'on aura besoin aussi d'alimenter le besoin en fonds de roulement. François Asselin, avant de donner la parole à Charles et à Eric, encore une question d'actualité. Monsieur le maire indiquait hier qu'une partie des dettes d'entreprise pourrait être annulée partiellement ou étalée au cas par cas. Qu'est-ce que vous comprenez de cette déclaration? Alors, votre webinaire tombe vraiment à point nommé. Nous sommes vraiment au cœur de cette actualité parce que ça fait plusieurs mois que nous expliquons auprès de Bruno Le Maire et auprès de Bercy que de toute façon, il faut prévoir des mécanismes d'amortissement de cette dette. Parce que comme je vous le disais, ça dure et ça perdure. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, les entreprises ont continué à accumuler pour certaines d'entre elles de la dette. Il y a des remboursements d'emprunts qui maintenant, il faut rembourser. Certaines entreprises ont investi avant la période Covid. Certains ont acheté des fonds de commerce. Eh bien, tous ces prêts qu'il faut maintenant rembourser, c'est des échéances qui s'accumulent. Et lorsque on commence à faire les comptes, à savoir l'amortissement du PGE, plus les charges sociales et fiscales qu'il faut rembourser pour certaines sur 3 ans, si on a l'accord, plus les remboursements d'emprunts, on s'aperçoit qu'en mensualité, ça ne passe pas. Et que la seule manière de passer, c'est d'étaler, bien évidemment, le remboursement de la dette globale de l'entreprise. Alors, la grande difficulté que nous avons tous, et nous en sommes tous conscients, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'arroser sur le sable. Et là, je vais parler d'un mot qui est terrible, c'est la sélectivité. C'est-à-dire qu'il va falloir choisir entre différentes entreprises, celles qui pourront bénéficier de mesures d'exception, et là Bruno Le Maire a commencé à lever le voile, et celles qui malheureusement n'auront pas d'autre choix que d'aller au tribunal de commerce. Alors, j'ai tout à fait conscience qu'à travers ça, eh bien, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des êtres humains, donc c'est terrible, mais pourtant, nous sommes pragmatiques, nous, chefs d'entreprise, il faudra regarder la réalité telle qu'elle est et imaginer une méthodologie qui fasse qu'on arrive à trier une entreprise qui était viable avant la période Covid, lui permettre de redevenir viable après cette période Covid. Et pour celles qui, malheureusement, n'ont pas de perspective de rebond, eh bien là, effectivement, il faudra traiter la personne physique, à savoir l'endettement personnel du chef d'entreprise pour que lui, à titre personnel, puisse rebondir si son entreprise ne peut pas rebondir. Ouais, vous voulez dire quelque chose de très important. Donc là, vous nous avez expliqué ce que le ministre signifiait par au cas par cas. Il a également évoqué l'idée potentielle que la dette pourrait être transformée en capitaux propres. Qu'est-ce qu'on doit en comprendre? Alors là, je pense qu'il faut quand même bien éclairer les choses. C'est-à-dire que, effectivement, si le prêt garanti par l'État, on pouvait le switcher en haut de bilan, donc transformer en capitaux propres, ça serait formidable. La grosse difficulté, et là on en est tous conscients, c'est que ça peut générer des distorsions de concurrence terribles. Vous avez votre principal concurrent qui lui a fait son PGE, on le remonte en capitaux propres, et puis vous avez su gérer entre guillemets votre entreprise en bon père de famille, vous avez été très minimaliste sur les outils que vous ont proposé le gouvernement, à savoir le PGE, vous ne l'avez pas fait, et d'un seul coup vous avez votre concurrent qui se retrouve boosté, et puis vous vous retrouvez finalement avec une fragilité que vous ne méritez pas. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il y a 2 outils. Vous avez d'abord des outils qui doivent traiter l'endettement, et puis d'autres outils qui doivent vous permettre de traiter les projets que peuvent porter l'entreprise. Ça peut être de la transition industrielle, numérique, énergétique, et ces projets-là, effectivement, il va falloir les financer. Et si vous avez déjà un fort endettement pour tout simplement étaler ce que vous avez dû contracter comme emprunt pour payer vos affaires courantes, eh bien, il vous faudra peut-être d'autres outils de financement. Et là, les prêts participatifs sont particulièrement bien adaptés parce que là, du coup, ça remonte en haut de bilan
Et vous pouvez avoir ce fameux effet de levier qui fait que si bien on vous resolidifie sur vos fondations en remontant des capitaux en haut de bilan, vous pouvez toujours bénéficier de crédits court terme, de crédits d'investissement pour bien faire en sorte que votre transition et vos projets que vous pouviez d'ailleurs avoir avant la période Covid, vous puissiez les réaliser au plus vite. Donc, je pense que dans cette histoire, le gouvernement, jusqu'à maintenant, a plutôt très bien géré les mesures d'accompagnement. Il me semble que la sortie est un exercice encore plus délicat qu'a été celui où il fallait imaginer les mesures pour éviter que les entreprises périclitent. Ouais, on a l'impression que c'est comme l'ensemble de la crise Covid, il y a la gestion du moment et puis il y a la gestion de l'après, hein, tout à fait. Exactement. Merci, c'était très important ces deux questions d'actualité. Je vais passer la parole maintenant à Charles Battista, donc, qui lui aussi souhaite mettre un petit peu en contexte les questionnements qui sont les siens au nom de la FIGEC. Charles. Bonjour François Asselin. Bonjour Charles. Alors vous avez déjà François abordé beaucoup de sujets. Pour autant, je voudrais replacer un petit peu de contexte. Il est clair que l'incertitude sanitaire se prolonge, mais dans le même temps, et vous l'avez dit, situation des entreprises est certainement masquée par tous les prêts, par les reports de charges, que ce soit les charges sociales, les charges fiscales, le prêt garanti par l'État, qui couvre bien entendu tous les besoins de trésorerie à court terme. Vous l'avez dit, vous l'avez précisé, je pense que vous aurez l'occasion d'y revenir. On constate aussi que certains secteurs d'activité sont mieux accompagnés que d'autres, parce que fermés depuis longtemps. Je fais allusion à l'hôtellerie, à la restauration, domaine du sport, la culture, l'événementiel, alors que d'autres sont accompagnés au fil de l'eau. Je prends par exemple les commerces non essentiels qu'on ouvre, qu'on ferme en fonction de la situation. Et puis récemment, il y a des chiffres qui ont été livrés concernant les défaillances d'entreprises. Sur le premier trimestre 2021, on constate 7400 faillites versus la même période en 2020, on avait 10 900 faillites. Alors là, on nous annonce des plans sociaux, des faillites dans tous les sens. Je rappelle qu'en 2020, on n'a eu que 32 000 faillites pour l'année. On nous annonce 100 000 faillites. Techniquement, je pense que c'est impossible d'ici la fin de l'année. Finalement, François Asselin, ça va pas si mal que ça pour le monde de l'entreprise. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Oui, alors, excellente question, en tout cas très bien amenée, cher Charles. Oui et non, oui et non. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se méfier des chiffres macroéconomiques parce qu'effectivement, vous avez de grandes institutions qui disent qu'il n'y a jamais eu autant de cash dans les entreprises, mais il n'y a jamais eu autant de besoin de cash dans les entreprises. Et ce cash a servi avant tout malheureusement, à financer les dépenses courantes. Finalement, c'est ce que fait l'État depuis plus de 40 ans, à financer le déficit, les dépenses courantes à travers un déficit structurel. Mais maintenant, au niveau de l'entreprise, la sanction est beaucoup plus rapide et ça pardonne moins. Parce que lorsque vous arrêtez vos comptes, que vous éditez votre bilan, si ça tourne au rouge, vous savez comment que ça se passe pour le chef d'entreprise. On a intérêt de rapidement redresser la barre. Ce qui veut dire que si les chiffres macroéconomiques ne paraissent pas alarmistes, il n'en demeure pas moins que pour beaucoup d'entreprises, la sortie de crise risque d'être quand même relativement compliquée. Et ce que vous soulignez par rapport aux défaillances d'entreprises, pourquoi elles sont si basses, c'est que d'une part, il y a eu les mesures de soutien, le prêt garanti par l'État, mais vous avez tout simplement les créanciers qui n'assignent pas ceux qui ont leurs créances, c'est-à-dire que les URSSAF n'ont toujours pas assigné les entreprises qui leur doivent des cotisations, et donc tout cela est en suspension. Mais le jour, bien sûr, on va commencer à débrancher, et bien là, ça va commencer, bien évidemment, à grimper au niveau de la sinistralité. Alors, est-ce qu'on va voir une avalanche de faillites ? Nous, ce que nous pensons à la CPME, c'est qu'en temps normal, vous savez, il y a, quand tout va bien, c'était d'ailleurs le cas en 2019, on a un petit peu plus de 50 000 défaillances d'entreprises dans notre pays par an. Nous avons été à 34 000 en 2020. Donc, c'est pas normal. Donc, il y aura, à quasi sûr, déjà, un rattrapage d'au moins 16 000 défaillances qui n'ont pas eu lieu et qui auront lieu dès qu'on va commencer à débrancher. Et puis, au-delà de ça, vous allez avoir les entreprises qui ont été fragilisées, et là, effectivement, c'est très hétérogène. Parce que quand vous regardez, vous citiez à juste raison, le secteur de l'hôtellerie, café, restaurant, le HCR,
fermeture administrative, globalement, le fonds de solidarité, les aides d'accompagnement ont été relativement clairs et améliorés au fil du temps. Mais vous avez tous les secteurs connexes qui vivent de ce secteur-là, qui sont les fournisseurs de ce secteur-là. Et puis là, c'est très hétérogène. Vous prenez par exemple dans le secteur de la propreté, vous avez des entreprises de propreté qui ne travaillaient que pour l'hôtellerie-restauration. Eh bien, elles sont très fortement impactées, alors que dans le même secteur d'activité, vous avez des secteurs de propreté qui se portent très bien parce qu'elles sont sur le marché de la désinfection. Alors, la grande difficulté, c'est que si vous voulez travailler par code APE, eh bien, ça ne fonctionne pas. D'où l'énorme difficulté que va avoir l'exécutif, et d'ailleurs nous-mêmes, à savoir de faire du cas par cas et de sauver ceux qui méritent de l'être et ceux qui ne pourront pas l'être, et bien là, avoir des mesures spécifiques pour traiter la situation particulière du chef d'entreprise. Donc effectivement, d'un certain côté, la situation n'est pas catastrophique parce qu'on s'aperçoit que tout arrive à tenir. Et puis, vous avez des secteurs qui se partent pas si mal que ça. Dans l'industrie, il y a des entreprises qui aujourd'hui, franchement, vont très bien. Dans le secteur du BTP, jusqu'à maintenant, ça va plutôt pas mal. Celles qui sont sur le secteur de la rénovation énergétique, écoutez, elles ont plutôt un avenir florissant en matière d'activité. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il y a deux grands compteurs à vérifier pour amortir, en tout cas bien gérer cette sortie de crise. C'est le niveau d'activité et le niveau d'endettement. C'est-à-dire que si on ne prend pas garde au niveau d'activité, des entreprises saines risquent tout simplement de péricliter parce qu'elles n'auront pas le niveau d'activité dont elles auront besoin pour retrouver le chiffre d'affaires qu'elles avaient avant 2020. Et puis, le niveau d'endettement, c'est la même chose. Si on n'a pas des mesures spécifiques pour accompagner des entreprises qui sont surendettées alors qu'elles vont avoir un niveau d'activité tout à fait important, eh bien là, on loupera l'exercice et finalement, tous les efforts qu'ont pu faire le gouvernement et finalement tous les Français, parce que c'est avec l'argent de tous les Français, tous les efforts risquent d'être vains parce qu'on n'aura pas su, d'une part, alimenter à travers le plan de relance l'activité et à travers les mesures de soutien, les bonnes mesures pour traiter le surendettement. On prolonge avec une interrogation d'Éric Scherer qui lui aussi se pose la question des fonds, des moratoires potentiels si la crise devait se prolonger, puisqu'aujourd'hui, on n'en sait rien. C'est quand même quelque chose, une donnée dont il faut rappeler l'existence. Éric. Ah, on ne vous entend pas, Éric. Est-ce que votre micro est ouvert? Non. Voilà. Bonjour, Monsieur Asselin. Bonjour à tous. Oui, effectivement, j'abonde avec tout ce qui a été dit. On est vraiment au cœur du sujet. Monsieur Asselin a terminé sur évidemment l'importance que revêt le carnet de commandes et qui est le pilote, de toute façon, qui va être le pilote de la reprise avec l'évolution de la situation sanitaire. Tout ça marche de pair. Moi, je voudrais revenir effectivement sur. On voit bien que le PGE, le prêt garanti par l'État, les termes sont importants, sont vraiment au cœur du sujet, au cœur de la réflexion, puisque au départ, effectivement, on l'a rappelé, c'est un prêt en fait pour soutenir la trésorerie des entreprises et aider au respect des délais de paiement. On y reviendra plus tard. Et puis, par contre, c'est aussi un prêt qui s'étale sur une durée de 6 ans potentiellement, avec 2 ans de franchise et qui s'apparente donc plutôt à un prêt moyen terme qui pourrait aussi servir à investir. Et se pose aussi, et c'est une dette aussi. Je note que en Allemagne, où il y avait également cette possibilité de prêt garanti par l'État qui était offerte aux PME allemandes, elles n'ont pas tellement répondu à cette offre, elles l'ont pas tellement utilisée, elles s'en sont manifestement méfiées. Encore une fois, parce que c'est fondamentalement une dette et puis parce que ça a un coût. Donc, on voit bien que on a un besoin en même temps de continuer à alimenter effectivement le carburant des entreprises, donc la trésorerie, d'autant que, bon, comme M. Asselin l'a rappelé, la reprise pointe son nez, en tout cas dans certains secteurs comme l'industrie. Et en même temps se pose la question du renforcement des capitaux propres. Donc on entend parler effectivement de consolidation de ces PGE, de conversion du montant qu'elles représentent en capitaux propres.
Et moi, la question que je voudrais poser à Monsieur Asselin, c'est quel accueil vous réservez aussi aux fameux prêts participatifs qui viennent d'être initiés avec le concours là aussi encore des banques, des assurances, de fonds d'investissement. Les régions également peuvent abonder. Voilà, quel est l'accueil que vous faites par rapport à cette nécessité de renforcer les fonds propres et à cette modalité des prêts participatifs? Merci Eric de cette question très précise. La réponse de François Asselin, le président de la CPME. Alors, je vais essayer de faire une réponse aussi précise que la question d'Éric. Vous l'avez très bien dit, Eric. Pourquoi en Allemagne, finalement, les entrepreneurs n'ont pas souscrit autant de PGE qu'on l'a fait en France? Eh bien, c'est très révélateur d'un tissu d'entreprise en France qui est beaucoup plus fragile que le tissu des entreprises allemandes. Hein, voilà, le fameux Mittelstand que nous appelons tous de nos voeux. Et on peut d'ailleurs se poser franchement la question, quand vous regardez il y a 20 ans, il y avait autant d'entreprises de taille intermédiaire en France qu'en Allemagne. Et un peu plus de 20 ans plus tard, vous en avez 2 fois et demi plus en Allemagne qu'en France. Ce constat, franchement, est catastrophique. Et c'est un échec collectif, mais majeur, hein, de l'ensemble de notre pays. Hein. Donc, c'est pas nouveau, cette chose-là. Et quand la crise arrive, eh ben oui, on s'aperçoit que nous sommes beaucoup plus fragiles. Hein. Et donc, il va falloir des outils. On a besoin d'outils pour soutenir et des outils pour investir. Hein. Les outils pour soutenir, très rapidement, j'ai déjà commencé à évoquer le sujet. Hein. C'est-à-dire que comment faire en sorte qu'une belle entreprise, qu'une belle PME puisse rebondir, hein, parce que tout simplement, si elle disparaît, elle risque d'être reprise pour l'euro symbolique à la barre du tribunal de commerce, et celui qui va reprendre, il va faire franchement une belle affaire. Hein. Eh bien, c'est là où nous, ce que nous disons, il faut avoir un prêt de consolidation, regrouper l'ensemble des dettes de l'entreprise et pouvoir les étaler sur 8 à 10 ans, hein, avec un système de filtre qui pourrait être, pourquoi pas, la médiation du crédit. Hein. Pour la première phase de confinement, les prêts garantis par l'État que certaines entreprises n'arrivaient pas à avoir, eh bien, dans les médiations du crédit, elles sont présentes dans tous les départements. On a réussi à débloquer des dossiers qui méritaient de l'être. Je pense qu'on pourrait tout à fait utiliser la médiation du crédit pour faire exactement la même chose. Vous avez un autre outil qui fonctionne très bien dans notre pays, qui est peu connu et qui est souvent porté par les CPME territoriales, avec beaucoup de partenaires, dont certains de chez vous. Hein. Ce sont les GPA. Hein. Eh bien, là aussi, avant d'arriver à la case tribunal de commerce, on peut trouver les outils pour faire en sorte que les entreprises qui le méritent puissent rebondir. Donc ça, c'est très important. Et pour ça, on aurait besoin d'un outil légal supplémentaire qui pourrait être ce que nous appelons le prêt de consolidation. Finalement, c'est un petit peu ce qu'a commencé à dévoiler Bruno Le Maire en disant le prêt garanti par l'État va pouvoir couvrir d'autres charges, d'autres dettes que simplement des dettes de trésorerie. Hein. C'est-à-dire qu'on pourra utiliser légalement le prêt garanti par l'État, par exemple, pour couvrir des remboursements d'intérêts d'emprunt, par exemple. Hein, ou de capitaux d'emprunt. Hein. Donc, on commence un petit peu à élargir la boîte à outils. Et puis, de l'autre côté, il faut absolument avoir des outils, effectivement, qui puissent abonder en fonds propres. Et là, effectivement, les prêts participatifs sont des outils intéressants. Nous, ce que nous avions demandé autour des prêts participatifs, c'est des choses assez simples. C'est-à-dire que, vous savez, ce qu'on appelle l'equity, hein, les chefs d'entreprise de PME se méfient beaucoup. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est pas très simple comme mode de financement. Généralement, les investisseurs viennent avec leurs conseils. Du coup, le patron de PME doit lui aussi avoir ses conseils autour de lui. Les conseils discutent entre eux avant de trouver la solution d'investissement. Et parfois, ça prend du temps et ça coûte pas mal d'argent. Nous voulions, nous, du prêt à l'emploi. Hein. Et finalement, c'est ce qui existe à travers ces prêts participatifs. L'autre chose, c'est la question de la gouvernance. Dans beaucoup de PME, le chef d'entreprise, il n'est pas tellement habitué à partager sa gouvernance comme ça. Hein. Là, la gouvernance reste à la main du chef d'entreprise. Hein. Et puis, le troisième point, bien évidemment, c'est qu'on a besoin d'un petit peu de temps pour rembourser ces abondements en fonds propres. Et là, les prêts participatifs eh bien, pourront être remboursés sur 8 ans s'il le faut. Donc, on a là aussi du moyen et du long terme, ce qui fait que ces prêts participatifs peuvent être un excellent levier pour ceux
eh bien, qui ont les moyens de rebondir. Merci de ces précisions. On reparlera certainement avec Jérôme Mondrian tout à l'heure des GPA, on y tient. Quelques mots, on va essayer d'être un tout petit peu plus rapide sur le plan de relance avant de parler des délais de paiement. François Asselin, une question un petit peu espiègle. Vous avez terminé d'écrire votre best-seller sur la relance expliquée aux nuls? Oui, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu le premier plan de relance, très honnêtement, nous, patrons de PME, on n'y comprenait rien. Et à l'époque, j'avais lancé une boutade à Bruno Le Maire et à Agnès Pannier-Runacher. Je dis, écoutez, moi, ce que j'ai besoin, c'est d'un plan de relance pour les nuls. Quand vous tapiez plan de relance au départ, vous accédiez directement sur le site du ministère de l'économie et des finances et vous aviez les 286 pages du plan de relance. J'aime mieux vous dire que pour le patron de PME que je suis, et encore, je suis plutôt, vu ma position en tant que président de la CPME, plutôt initié, c'est plutôt du classement vertical. Donc, il nous fallait quelque chose de simple, de direct, pour que, bien, moi, je suis patron d'entreprise, grosso modo, qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour faire en sorte que mon entreprise puisse bénéficier de ce plan de relance. Alors, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que finalement, là, ça fonctionne pas trop mal, c'est dans le secteur industriel. Parce que d'abord, les entreprises industrielles sont plutôt habituées à ces outils, lorsqu'elles investissent d'une façon assez régulière, à ces outils où on peut, entre guillemets, accéder soit à du suramortissement, soit de la subvention. Et généralement, elles sont déjà au contact de leurs partenaires territoriaux qui sont aujourd'hui les régions. Donc, il faut élargir, bien évidemment, aux autres secteurs d'activité les outils que peuvent fournir le plan de relance. Et par exemple, si vous avez des projets de transition numérique, et là, ça touche tous les secteurs, que vous soyez dans les services, dans l'industrie, dans la construction, dans le commerce, ça touche tous les secteurs, et bien là, vous pouvez avoir des leviers pour vous permettre d'assurer cette transition numérique de votre entreprise. Encore faut-il savoir à quelle porte frapper, et là, on voit très bien qu'il faut que l'intendance suive. Les régions, globalement, commencent vraiment à faire leur boulot. Ça fait déjà quelques semaines, voire quelques mois, où dans toutes les régions, on a un petit observatoire au niveau de la CPME, et systématiquement, les régions, par exemple, nous réunissent tous les mois pour faire un point sur le plan de relance. Maintenant, la grande difficulté, c'est d'aller au-devant des entrepreneurs, parce que ce n'est pas toujours naturel pour un grand nombre d'entre eux, pour leur faire comprendre qu'ils ont des leviers tout à fait factuels pour les aider à redécoller. Oui, avant de donner la parole à Charles et Eric, effectivement, peut-être qu'on peut montrer un slide qui ressort d'une de vos enquêtes, qui montre, c'est pas celui-ci, mais qui montre qu'effectivement, peu de TPE et de PME bénéficient du plan de relance, et même on sont au courant, on sont conscients de cette capacité, et notamment cette question de la transition numérique. On continue le questionnement avec Charles et Eric. Charles qui rêve d'être américain en matière de plan de relance. Alors, non, je ne rêve pas forcément d'américain, mais je suis force de constater qu'il y a 3 plans de relance, le plan de relance américain, le plan de relance européen, et bien entendu, par voie de conséquence, le plan de relance français. Le plan de relance américain, qui donne le vertige, 1900 milliards de dollars. Alors, pour les puristes, je fais tout de suite le rapprochement avec l'euro, c'est 1595 milliards d'euros. Un plan de relance qui, selon les économistes, va énormément booster la croissance américaine, et bien entendu, il y aura des impacts sur la majorité des Américains. Donc, c'est un plan massif et rapide. Et puis, à contrario, on a un plan européen de 750 milliards d'euros, qui est une véritable course de lenteur, puisqu'il a été ouvert en juillet de l'année dernière, et aujourd'hui, on n'a toujours pas franchi l'année d'arrivée. On nous dit que cette ligne sera peut-être, si tout va bien, franchie à l'été 2021. Et puis la France, bien sûr, de son côté, qui a lancé en septembre dernier un plan de relance économique exceptionnel, 100 milliards d'euros, avec un volet important sur le plan écologique, nous dit-on, il faut favoriser la transition vers l'économie verte, et bien entendu, ça boostera la compétitivité. Ceci étant, sur l'écologie, nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation, de ces plans? Est-ce qu'on n'est pas des petits joueurs en Europe et en France? Oui. Alors c'est la réalité est quand même assez cruelle. En fait, les rapides mangent les lents en matière économique. Et au niveau de la pandémie, c'est exactement pareil, parce que c'est cruel. Regardez, on le dit souvent, mais dans le pays de Pasteur, on n'a pas été fichu de développer notre vaccin. On a plutôt commandé
après tout le monde. C'est à celui qui ouvrira le plus grand parapluie en matière de responsabilité. On a même eu un ministre de la Santé qui a été le chantre de la vaccination, on va dire, plutôt lente, hein, si vous voulez, c'était début janvier. Hein. Et puis aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit que l'Angleterre décolle avant nous, que la Chine, n'en parlons pas, l'Asie, hein, et puis les États-Unis, bien évidemment, sont très efficaces aujourd'hui sur l'aspect sanitaire. Et donc, ça a un impact direct sur les plans de relance. Alors après, ces plans de relance, il ne faudrait pas qu'au niveau économique, on ait la même inefficacité qu'on a eu sur le plan pandémique. Voilà, tout se joue là. Hein. Et donc, alors d'abord, bon, c'est vrai, il y a à peu près 1900 milliards de dollars injectés par les États-Unis. C'est impressionnant, ça donne le vertige, on est d'accord. On a quand même aux États-Unis un système social qui n'est pas le nôtre. Hein. C'est-à-dire que dans ces 1900 milliards de dollars, ils ont financé directement les Américains, et les Américains ont reçu un chèque de 1400 dollars. Hein. Ils ne se sont pas posé de questions. Hein. Et ce qui me, parfois, parce que on est heureux aussi d'habiter en France, il faut bien se dire les choses. Hein. Bien sûr. Ce qui me donne parfois, vraiment, où je suis très jaloux, c'est que ce sont quand même des pays où l'intendance suit. C'est-à-dire que ce sont des pays où finalement la sphère publique est beaucoup moins prégnante que dans notre pays, hein, la France, mais où lorsqu'on met en place des dispositifs, c'est direct, ça, c'est pragmatique, ça fonctionne, ça fonce, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Et nous, eh bien, c'est très lent. Alors effectivement, ce plan de 750 milliards d'euros pour l'Europe, d'abord, il faut savoir que pour la France, c'est 100 milliards d'euros, et dans ces 100 milliards d'euros, on est en train de grignoter une part de ces 100 milliards d'euros pour continuer à financer les mesures de soutien. Hein. Donc, on est toujours, nous, dans le soutien parce que on n'est pas sorti de la pandémie. Hein. Et donc, c'est de l'argent qui va nous manquer pour orienter vers les mesures vraiment qui nous permettraient de décoller, de générer ce que j'appelle de l'activité, vous voyez. Hein. Et puis, ces 750 milliards, eh bien, il faut qu'ils soient votés à l'unanimité. Et là, on voit qu'on fait le tour des pays, des parlements, etc., et que ça met du temps. Voilà. Et ça, effectivement, il faudra vraiment se poser la question. C'est un sujet politique majeur parce que on attend de l'Europe, certes, qu'elle nous protège, comme la France doit protéger ses citoyens, mais on attend avant tout qu'elle soit efficace, quoi. Or, si c'est pour être plus nombreux et ne pas être efficace et ne pas être mieux protégé, ça pose un problème de fond. Alors, je suis franchement pro-européen. Je pense que quand on est coincé entre le bloc Asie et le bloc Amérique, vaut mieux qu'on soit ensemble plutôt que tout seul. Mais franchement, il faut très rapidement qu'on travaille sur ces deux sujets, quoi. Hein. Comment mieux se protéger et comment être mieux efficace. Et vous savez, même si la France aurait été toute seule dans cette pandémie, je ne suis pas sûr qu'on ait été meilleur que dans le cadre européen. Je suis d'accord. Merci. Éric Scherer, l'homme du crédit, lui, se pose des questions sur un potentiel resserrement du crédit bancaire avec tous les concours qui ont déjà été accordés, Éric. Oui, alors je voudrais quand même, avant d'aborder ce point précis, Monsieur Asselin avait effectivement évoqué là aussi un proverbe allemand qui dit que comme Dieu en France, n'est-ce pas, il a bien raison. On a quand même de la chance d'être français, c'est clair. Et c'est vrai que la question qu'il pose, que nous nous posons, c'est de savoir comment on peut faire pour redonner du tonus à retrouver la confiance et redonner effectivement, fortifier cette croissance et accompagner ce rebond économique. J'avais aussi une question sur comment drainer l'épargne. Hein. Il y a un surcroît d'épargne qui a été constitué l'année dernière. C'est de l'ordre de entre 70 et 100 milliards d'euros. Donc, comment le drainer vers la consommation et le financement des entreprises aussi. Et puis, j'avais également une question sur de savoir si vous êtes favorable à la croissance verte de l'économie et dans quel domaine. François Asselin. Beaucoup de questions. Alors d'abord, il y a cette fameuse épargne des Français qui est réelle. Hein. Comment l'orienter vers effectivement l'activité économique. C'est le Graal qui est recherché par tout le monde hein, aujourd'hui. Hein. Alors, on n'a pas de réponse, on va dire, magique, mais on a quand même quelques pistes. D'abord, on sait ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que si vous voulez faire en sorte que l'épargne ne sorte pas des livrets, vous commencez par augmenter la fiscalité de toutes les classes moyennes. Hein, et là, j'aime mieux vous dire que ça gèle tout.
hein. On l'a vécu en 2012. Hein. Donc, on sait surtout ce qu'il ne faut pas faire. Hein. D'autant plus que, et les derniers chiffres d'ailleurs sont intéressants, hein, on est toujours les champions d'Europe des prélèvements fiscaux. Hein. Voilà, toutes catégories confondues, hein, aussi bien sur l'épargne des ménages comme sur l'épargne des entreprises. Hein. Voilà, donc surtout, effectivement, on ne peut pas, surtout ne manquons pas la fiscalité. Donc, à contrario, on a un levier fiscal pour débloquer l'épargne. Alors, vous me direz, faire du crédit d'impôt, faire en sorte qu'on paye moins d'impôts si on investit, c'est des recettes en moins pour l'État, ben, c'est la quadrature du cercle. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est de l'argent en moins pour l'État, mais là encore, et beaucoup d'économistes appuient ces thèses, il faut savoir que lorsque l'épargne s'investit dans l'économie, eh bien, c'est l'augmentation des recettes fiscales parce que tout simplement, la base, l'assiette s'élargit, voilà, tout simplement. Hein. Donc, il y a plus de TVA, par exemple, parce qu'on génère plus de chiffre d'affaires entre les acteurs économiques, et donc ça remplit les caisses de l'État. Donc, il faudra absolument, bien évidemment, jouer à fond les mécanismes de relance qui génèrent de l'activité. Ça, c'est la première des choses. Et puis utiliser, bien évidemment, les leviers fiscaux pour que ceux qui ont de l'épargne, eh bien, soient plutôt enclins à consommer, à investir sur le champ du secteur marchand, hein, plutôt que de rester, entre guillemets, voilà, sur l'argent sur leur compte courant ou leur compte rémunéré, hein, sachant que la rémunération n'est pas très élevée. Hein. Voilà. Et puis, l'autre volet, Eric, c'était quoi l'autre volet de la question sur… Eric, ah oui, sur l'économie verte. Voilà. Ouais, la relance par l'économie verte. Ah ben oui. Ben écoutez, en matière économique, ben c'est le consommateur qui décide, c'est le client qui décide. Et si le consommateur va vers des habitudes qu'on pourrait qualifier d'écologiques, eh bien, les acteurs économiques que nous sommes, quel que soit notre secteur d'activité, s'adaptent à l'évolution de sa clientèle. Hein. Donc, de toute façon, l'histoire est en route. Hein. Vous regardez dans le secteur agricole, eh bien, tous les ans, le marché des produits bio progresse naturellement parce que les Français veulent consommer de plus en plus de bio. Eh bien, vous verrez, on le voit d'ailleurs aujourd'hui sur le marché automobile, incité d'ailleurs par la fiscalité, hein, et par les crédits, entre autres les crédits d'achat, hein, ou les crédits à la casse. Hein, eh bien, les automobiles sont de plus en plus avec des moteurs hybrides ou des moteurs électriques parce que tout simplement la réglementation et les incitations fiscales font que bien le consommateur s'oriente vers ce type de dépenses. Donc, bien évidemment, ça sera un levier tout à fait intéressant pour les entreprises à condition qu'on ne confonde pas, entre guillemets, des mesures punitives par rapport à des mesures incitatives. Merci beaucoup. On va prolonger. Je dois juste préciser que Eric a été déconnecté, Eric Scherer, mais il va certainement se joindre à nous à nouveau. Je vais me mettre certainement Charles Battista à dos, mais on devait également parler de la loi climat. On commençait à aborder un peu ces questions, mais il faut que dans les 10 minutes qui nous restent, on évoque quand même la question des délais de paiement, sinon on passera à côté de notre sujet principal. Donc Charles, on aura l'occasion, j'espère, et je le pense, de reparler de la loi climat. Les délais de paiement, quand même, un chiffre ou deux pour mettre un petit peu le contexte. 71% des dirigeants d'entreprise jugent que ces délais sont stables malgré la crise, 15% d'entre eux qui sont en augmentation et 14% en recul. Sur le délai des règlements vis-à-vis des fournisseurs, il y a un léger recul, mais 3% seulement des chefs d'entreprise révèlent une hausse de ces délais, le plus bas niveau depuis le lancement de cette enquête. En un mot, François Asselin, c'est encore un des paradoxes français? Oui, c'est encore un des paradoxes français. Globalement, on peut se dire que jusqu'à maintenant, c'est à peu près bien tenu. Hein. C'est à peu près bien tenu. Concernant les délais de paiement, là, je pense qu'on commence franchement à rentrer dans la zone que je qualifierais un petit peu la zone de tous les dangers. Hein. Et justement, la zone de tous les dangers qui avance. Et Charles qui voulait vous rappeler, c'est vous, François, qui êtes l'auteur de cette déclaration. Les délais de paiement, c'est le fléau pour les entreprises, n'est-ce pas, Charles? Oui, alors effectivement, François Asselin, vous avez déclaré il y a quelque temps, hein, vous l'avez dit à plusieurs reprises, mais c'est pas si longtemps que ça, les délais de paiement, un fléau pour les entreprises. C'est vrai. Alors moi, je suis juste un peu inquiet concernant les délais de paiement pour plusieurs raisons. La première raison, je vais essayer de faire très court, c'est que nous avons des entreprises, comme vous l'avez dit, qui sont face à un mur de dette.
Ça, c'est le premier élément. Nous avons des entreprises qui vont être obligées de financer la relance. Donc, on va financer la relance, il va falloir se mettre à jour de nos dettes. Comment je vais pouvoir préserver ma trésorerie, et est-ce que pour préserver ma trésorerie, ben, je ne vais pas décaler plus que prévu mes délais de paiement. Alors ça, face à ça, nous, il y a des gens bien éduqués qui disent « Ah ben attendez, c'est très simple, il faut changer la loi LME et ramener les délais de paiement à 30 jours. » Parfait. Et puis, donc, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Et puis, un deuxième sujet, c'est qu'est-ce que vous pensez du rapport de force qu'il y a entre les grandes entreprises, les PME, les collectivités, les PME, et puis il existe aussi un rapport de force entre les PME elles-mêmes. Donc, on a d'un côté certains qui veulent changer la loi, les entreprises qui ont besoin de trésorerie, et ce rapport de force, comment on peut y voir plus clair là-dedans? C'est très complexe parce que le sujet des délais de paiement c'est un sujet culturel. Hein. Si on évoquait l'Allemagne, dans ces pays plutôt du Nord, on ne rigole pas trop avec les délais de paiement, quoi. On respecte le délai de paiement. Dans notre pays un peu plus latin, et d'ailleurs plus on descend vers le sud, plus on a une vision moins, on va dire, moins radicale du respect du délai de paiement. Et ça, c'est un vrai problème et c'est un vrai fléau, je le répète, effectivement, pour les PME. Pourquoi? Parce que la PME, eh bien, si elle est mal payée, bien évidemment, elle est plus fragile pour avoir, entre guillemets, de l'argent de la part de ses partenaires financiers que la grande entreprise qui, pour elle, elle est moins gênée aux entournures. Donc, la grande difficulté, effectivement, avec ces grands groupes, c'est que si tout en haut de la pyramide, il y a une vraie volonté, effectivement, de respecter les délais de paiement, on s'aperçoit que dans toute l'organisation de ces entreprises, parfois, on a une philosophie de gérer le cash sur le dos de ses fournisseurs. Et quand ces fournisseurs, ce sont des petites entreprises, eh bien, ce sont les premières à souffrir. Alors, une PME qui commence, elle aussi, à mal régler ses fournisseurs, ça peut aller très mal pour elle. Pourquoi? Parce que quand son fournisseur, c'est une grande entreprise, elle n'est plus livrée. Et ça s'arrête rapidement. Hein. Ça veut dire que lorsque la PME commence à mal régler ses fournisseurs, c'est qu'elle-même, généralement, est mal payée. Hein. Ce qu'on constate dans beaucoup d'entreprises, hein, on avait fait une enquête, elle date un petit peu maintenant, elle date un petit peu plus d'un an, c'est que si vous n'avez pas dans vos entreprises, dans votre PME, quelqu'un qui s'occupe de faire du recouvrement de créances, tout simplement d'appeler les clients pour respecter la date d'échéance, eh bien, vous apercevez que vous n'êtes quasiment jamais payé en temps et en heure. Hein, voilà. Donc, et je le constate dans ma propre entreprise, j'ai une personne qui passe un 3/4 temps pour ne faire que de la relance, pour tout simplement être payé en temps et en heure. Alors, certains le font très bien, et puis d'autres, vous ne savez pas pourquoi, ça ne fonctionne jamais comme ça devrait fonctionner. On peut se poser la question, comme Charles, vous me l'avez posé, est-ce que si jamais on remettait encore un coup de vis, un tour de tournevis sur la loi LME, en disant c'est plus 60 jours fin de mois, c'est 30 jours, est-ce que ça réglerait le problème? Je crains que non. Hein. Moi, je pense qu'il faut déjà respecter la LME telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est la première des solutions, plutôt que de vouloir mettre un tour de vis, parce que si on met un tour de vis, les premières qui vont en souffrir, ce vont être les PME elles-mêmes, me semble-t-il. Voilà. Je ne sais pas si Eric Scherer nous a à nouveau… Non, il n'est pas là, mais on peut peut-être prolonger. Jérôme, peut-être, avant de se diriger vers la conclusion et surtout vers les questions, un mot sur les délais de paiement, vous qui êtes le secrétaire général de ces assises. Votre micro, Jérôme, votre micro. Ah, on ne vous entend pas. Voilà. Tout ce qui a été dit par M. Asselin est tout à fait juste. Et ce qui est rappelé aussi, Charles aussi, je pense qu'il n'est certainement pas le temps de rechanger la loi, sûrement pas. Ça compliquerait encore 2 fois ou 3 fois plus les choses. On s'est déjà aperçu qu'avec l'évolution législative sur les délais de paiement, la plupart des entreprises étaient un peu perdues entre le 60, le 30, le 45, etc. Donc, ne changeons pas les textes, faisons-les appliquer. Je pense qu'on a un bras armé qui s'appelle la DGCCRF et qui fait son travail, et on le voit bien. Et puis, on a eu, au moment des difficultés, le comité de crise sur les délais de paiement qui a très bien fonctionné, auquel la CPME comme le MEDEF ont participé. Donc, une petite précision, parce que je vois un petit commentaire, effectivement, pour être très précis, c'est la LME, c'est 30 jours, c'est 60 jours de date de facture ou 45 jours fin de mois. Voilà.
on va passer peut-être à quelques questions de la salle numérique. J'ai une question pour vous, Monsieur Asselin. Quid des entreprises qui, malgré les aides reçues, ne payent pas dans les délais contractuels leurs fournisseurs? Ces entreprises doivent-elles être sanctionnées? Si oui, plus lourdement? Pas plus lourdement que les autres, si vous voulez. Comme je vous le disais, hein, quand une entreprise, une PME, commence à ne pas honorer les délais de paiement, c'est que c'est les premières difficultés qui s'annoncent. Alors, si, entre guillemets, elle fait, on va dire, du conservatisme sur le PGE et elle ne veut pas le débloquer pour payer ses fournisseurs, là, effectivement, elle risque d'être sanctionnée et lourdement sanctionnée. Vous savez que lorsque vous arrêtez vos comptes, votre commissaire aux comptes doit avoir un tableau récapitulatif du respect ou pas des délais de paiement. Et si vous ne les respectez pas, ça peut monter à l'étage supérieur et à la DGCCRF, et là, vous pouvez être sacrément sanctionné. Et puis, comme je vous le disais, si une PME commence à mal régler ses fournisseurs, elle sera très vite plus livrée. Donc là, elle ne pourra plus fonctionner. Donc, ce sont souvent les premiers signes avant-coureurs de la difficulté de l'entreprise. J'ai une question qui nous ramène un peu au début de notre entretien, Monsieur Asselin. Vous avez dit ceux qui méritent d'être sauvés et ceux qui ne le méritent pas, et ça a apparemment chagriné un certain nombre, en tout cas interrogé un certain nombre de nos auditeurs. Oui, c'est vrai. Alors, mon expression n'est peut-être pas très habile, très à droite, je veux bien le reconnaître. En fait, on sait très bien, c'est-à-dire qu'une entreprise, si on s'aperçoit que son modèle économique est viable, et que pour qu'elle puisse rebondir, il faut étaler ses dettes, il faut absolument mettre en œuvre tous les moyens pour qu'elle puisse rebondir. Si une entreprise, malheureusement pour elle, et c'est pas de sa faute, parce que tout simplement, elle traverse une période dont elle n'est absolument pas responsable, eh bien, on s'aperçoit que son modèle économique n'est pas viable, quand bien même on met en place des mesures d'étalement des dettes, eh bien là, malheureusement, il faut, entre guillemets, regarder la vérité telle qu'elle est, et c'est là, il faut avoir des mesures spécifiques pour le chef d'entreprise lui-même, parce que on a fait 11 mesures pour les travailleurs non salariés, parce qu'ils sont directement concernés quand ils déposent le bilan. Et donc, nous avons sur ces 11 mesures, 3 mesures très simples. Faire en sorte qu'il n'y ait pas d'inscription au fichier des incidents de paiement automatiques. Deuxièmement, faire en sorte de revoir la loi sur les cautions, parce que c'est un cas de force majeure, c'est pas de leur faute. Et certains entrepreneurs sont cautions personnelles. Donc, faire en sorte qu'on n'active pas les cautions. Et troisièmement, la dette sociale de l'entrepreneur, c'est une dette à titre personnel. Et bien faire en sorte que la dette sociale fasse partie de la liquidation et qu'on n'aille pas rechercher l'entrepreneur 1 an, voire 2 ans après, un renfort d'huissier pour rembourser cette dette sociale à titre personnel. Là, on sauverait des vies et surtout, on permettrait à ceux qui ont cette magnifique capacité de rebondir, eh bien, de pouvoir rebondir. Je vais me faire l'interprète d'Éric Scherer qui a un problème de connexion. Il avait l'intention de vous interroger, François Asselin, sur les actions des banques en matière de paiement, et notamment pour relancer l'affacturage. Il voulait vous interroger sur la possibilité de financer sur bon de commande avec la garantie de l'État. Qu'en pensez-vous? Oui, alors ça, je trouvais que c'était c'est une idée que vous avez portée, et donc que je trouve tout à fait intéressante, parce qu'évidemment, ça permettrait de générer rapidement de l'apport en trésorerie avec un tiers de confiance, la factureur, qui permettrait effectivement pour certaines entreprises d'avoir un outil immédiat de pouvoir tout simplement assurer leur cycle de besoins fonds de roulement. Charles, peut-être avez-vous encore une ultime question puisqu'on va se diriger vers la conclusion. Charles? Bon, j'ai pas de questions, mais on a et je donne rendez-vous à François Asselin lors d'une prochaine réunion pour parler du plan climat. Et on parlera un peu d'écocide, on parlera un petit peu de tout ça qui justement va brasser un peu l'économie et va faire en sorte que nos entreprises vont être boostées par ce fameux plan climat qui est parfois un véritable sacerdoce. Voilà, vous ne m'en voulez pas, Charles, mais c'est vraiment pour une question de répartition des temps. Mais je crois que cette question de la loi climat mériterait presque. Mais j'en veux pas du tout parce que ça fait partie, comme vous le dites, ça fait partie d'un webinaire à part entière. Eric nous a rejoint. J'ai posé en votre absence une question à François Asselin sur l'affacturage, notamment. Avez-vous une autre interrogation avant que nous prenions une dernière question et que nous écoutions Jérôme? Non, écoutez, très rapidement, en fait, mon intervention sur ce point se bornait à rappeler effectivement que les prêts garantis par l'État, la contrepartie, c'était la bonne tenue des délais de paiement, que ça a très bien fonctionné. C'est un argument qui nous a été très utile en tant que credit manager.
Donc, on souhaite évidemment qu'il n'y ait pas de détérioration sur le respect des délais de paiement dans la période qui s'ouvre. Et puis, effectivement, compte tenu que les banques vont peut-être resserrer le crédit, et nous, on accompagne le crédit bancaire avec le crédit interentreprise, hein, qui est aussi nettement plus important. Et donc, effectivement, comme vous le savez, on peut moins compter sur l'assurance crédit. La facturage, c'est une très bonne solution, mais elle est assortie à des contrats d'assurance crédit. Donc, voilà. La loi d'AI, c'est aussi le financement de créances, effectivement, à partir qu'on appelait type loi d'AI sur facture. C'est aussi, notamment pour les TPE, c'est aussi un très bon dispositif et c'est moins contraignant que la facturage. Et puis, enfin, il y a eu en octobre, a été initié effectivement un nouveau mode de financement, non pas sur facture, mais sur bon de commande. Et donc là, on ne sait pas trop, en définitive, quel succès a eu ce dispositif qui est manifestement temporaire. Voilà. Et donc, voilà, nous espérons encore une fois que les délais de paiement continueront à être tenus parce que ça fait partie du carburant, ça fait partie de la chaîne que nous formons avec les entreprises et les banques pour pouvoir toujours avoir un financement de trésorerie et notamment pour la reprise, ce sera très important. Voilà, je suis désolé. Non, non, ne soyez pas désolé, mais François avait en partie commencé à répondre à votre question. J'imagine. Compléter, François Asselin. Oui, non, mais plus il y aura d'outils, entre guillemets, à la main des entreprises et de leurs tiers de confiance pour, entre guillemets, eh bien, relancer la machine, plus ce sera positif pour l'ensemble de notre pays, bien évidemment. Hein. Ce qu'on a besoin, de toute façon, c'est que, vous savez, les seuls qui créent la richesse, c'est le secteur marchand. Et les secteurs marchands, ce sont les entreprises, à 98% de PME et de TPE. Pour terminer sur une note de quelque chose qui peut fonctionner et pour pas être tout le temps dans le négatif, Jérôme Mandrian, tenez vraiment à ce qu'on revienne sur les GPA dont vous avez parlé tout à l'heure, monsieur Asselin. Jérôme. Oui. Le micro, Jérôme, le micro. Voilà. Je rappelle que les groupements de prévention agréés, c'est quand même un outil qui est en place depuis 2003, hein, donc qui l'article L611.1 du Code de commerce. Et j'ai trouvé vraiment, à titre personnel, j'ai été très admiratif que vous repreniez ce sujet en main, les CPME. Et moi, j'aurais une question assez rapidement, c'est-à-dire que je trouve que la démarche est très bonne. Je rappelle que le GPA a pour mission de fournir à ses adhérents de façon confidentielle une analyse de situation économique, comptable et financière. Donc, c'est vraiment un bel outil. Et ce que j'aurais aimé, parce que les crédits majeurs ou les entreprises qui nous entendent, ils aimeraient savoir, est-ce qu'elles peuvent s'adresser, est-ce que les GPA sont partout dans les régions, est-ce que vous avez un lieu sur votre site, par exemple, où on pourrait dire, ben voilà, je vais choisir tel GPA à tel endroit? Oui, je vous confirme qu'elles sont présentes dans toutes les régions. Alors, il y a des régions qui s'y sont mis beaucoup plus tard que d'autres. On a, il y a un peu plus d'un an, la CPME signé un accord avec l'Association des régions de France pour déployer le plus rapidement possible dans les régions où elle n'était pas présente ces GPA. Hein. L'Association des régions de France a bien sûr signé cette convention avec la CPME. Et donc, si effectivement vous êtes entrepreneur, vous avez des connaissances d'entreprises qui ont besoin eh bien de savoir si elles peuvent accéder à ces GPA, vous pouvez tout simplement contacter les CPME régionales. Hein, ça se passe au niveau de la région et tout de suite on vous orientera vers ces GPA. Il faut savoir que c'est déconnecté des tribunaux de commerce, c'est complètement confidentiel et ils ont des outils tout à fait intéressants parce que toutes les régions généralement sont à l'appui des GPA, hein, et donc elles ont tous les outils qui peuvent permettre une entreprise qui franchement est dans un besoin d'accompagnement pour leur permettre d'éviter bien évidemment la case tribunal de commerce et le rebond. Alors évidemment, il y a des situations, là encore, où malheureusement, il n'y a pas d'autre solution que d'arrêter l'activité ou de ne pas la continuer. Mais pour autant, je peux vous dire que les GPA eh bien, ont vraiment sauvé beaucoup d'entreprises. Et puis derrière, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des salariés et des chefs d'entreprise. Merci François Asselin. Il me reste à vous remercier et puis à donner la parole à Jérôme pour conclure et nous donner nos prochains rendez-vous parce qu'on ne se quitte pas comme ça, mon cher Jérôme. Oui, Monsieur Asselin, merci infiniment de cet échange qui a été tout à fait direct et tout à fait intéressant. Et merci bien sûr à Charles et Eric d'y avoir participé également. Simplement, merci à vous d'avoir été présents à cet événement. Je voudrais rappeler un événement qui est important, hein, un événement important le 5 mai prochain, puisque
nous allons tenir des assises régionales et en Île-de-France, et nous le faisons avec le concours de la Chambre de commerce des Hauts-de-Seine et celle de la région Île-de-France. Donc, un vrai rendez-vous. Nous serons à ce moment-là en studio et on donnera des informations très complètes sur les délais de paiement, les financements et un certain nombre d'autres choses à ce moment-là. En tout cas, merci d'avoir participé. Et mon cher Rachid, un mot pour terminer. Eh bien, pour remercier nos amis, Monsieur Asselin, Monsieur Scherer, Monsieur Battista, vous-même, Jérôme, et puis surtout toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis et pour lesquels on n'a pas apporté tout le temps les réponses, mais je dois dire que c'est en replay, ce webinaire sera en replay, et puis j'imagine que comme toujours, les assises de délai de paiement s'intéressent beaucoup à apporter des réponses concrètes aux questions concrètes qui ont été posées. Donc, on se retrouve début mai. Merci à tous, une excellente journée, et puis allez, gardons le moral, hein. Et prenez soin de vous. À bientôt. Bonne journée. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.